Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Maxi Sport sur LTM Télévision. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette randonnée sportive sur l'antenne de LTM Télévision. Et ce soir, nous allons parler du football. Le football, ce sera bien sûr avec la CAN 2015, la préparation des Lions indomptables du Cameroun. Et nous allons également poser un regard sur les différents adversaires des Lions indomptables du Cameroun dans le groupe D pour ce qui est du premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations 2015 dont la phase finale est prévue en Guinée équatoriale. Nous allons aussi parler du tennis dans le cadre de Maxi Sport ce soir et précisément du tournoi national des jeunes organisé à Douala. C'est un tournoi en prélude à cette compétition des Jeux africains qui auront lieu du côté du Togo. Et il était donc question pour les organisateurs de cette compétition de présélectionner quelques jeunes qui pourront représenter le Cameroun à cette compétition continentale. On va aussi parler du kickboxing pour dresser une esquisse de bilan de cette discipline sportive avec bien évidemment les acteurs qui nous parleront de leur saison sportive 2014, sans oublier le taekwondo qui sera également au milieu de Maxi Sport ce soir. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous accorder votre aimable attention et bonsoir. Voilà, commençons par le football, précisément la CAN 2015, pour préciser que le programme des Lions indomptables du Cameroun est bel et bien connu. L'entraîneur Volker Finke publiera dans les jours à venir la liste des 23 ambassadeurs du Cameroun à cette compétition continentale. Il faut donc préciser que des interrogations se font encore sur le programme établi pour la préparation des Lions indomptables du Cameroun, une préparation qui démarre le 5 janvier 2015 et les Lions vont donc se rendre du côté de Malabo le 16 janvier 2015 pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football, en passant bien évidemment par Libreville au Gabon, où les Lions vont entamer la deuxième phase de leur préparation. Voici donc une idée du programme des Lions indomptables du Cameroun dans ce reportage. La rentrée au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun, c'est pour bientôt. Pour préparer la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont la phase finale est prévue du 17 janvier au 8 février 2015 en Guinée équatoriale, le sélectionneur camerounais Volker Finke a établi un chronogramme dont le contenu prévoit du 5 au 7 janvier 2015 le premier stade des Lions indomptables du Cameroun au centre technique d'excellence de la Confédération africaine de football en Bankomo, une banlieue de Yaoundé. Cette phase sera couronnée par un match amical qui opposera le Cameroun à la République démocratique du Congo le 7 janvier 2015 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Du 8 au 16 janvier 2015, le deuxième stage des Lions indomptables du Cameroun aura lieu à Libreville, la capitale du Gabon. Bien avant cette étape, Volker Finke communiquera la liste des 23 plénipotentiaires du Cameroun pour l'expédition équato-guinéenne. Le 16 janvier 2015, la délégation camerounaise déposera ses valises à Malabo pour le début de l'aventure. Le 20 janvier 2015, les Lions indomptables du Cameroun, logés dans le groupe D, livreront leur premier match de poule contre les Aigles du Mali. Les Lions indomptables du Cameroun affronteront aussi le Sili national de la Guinée-Conakry et vont en découdre avec les éléphants de la Côte d'Ivoire lors de la 3e et dernière journée de poule. Dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations 2015, la République démocratique du Congo qualifiée séjournera au centre technique et d'excellence de la Confédération africaine de football en Bankomo pour sa préparation et son acclimatation. Au-delà des tractations annoncées au sein de la sélection camerounaise, l'heure est au calme. L'objectif du Cameroun à cette Coupe d'Afrique des Nations de football est d'étaler sa suprématie après 2 éditions manquées. Voilà les Lions indomptables du Cameroun qui sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 et qui auront donc dans leur groupe des adversaires à ne pas négliger, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et bien évidemment le Mali. Et pour décrypter cette actualité de la CAN 2015, on va naturellement recevoir sur ce plateau nos invités, notamment Emmanuel Mahop, habitué de ce plateau de Maxi Sport, qui va nous aider dans le décryptage de cette actualité des Lions indomptables du Cameroun. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir à vous, Saphir, bonsoir aux téléspectateurs de Maxi Sport et merci encore une fois de m'y convier. Et sur ce plateau, un ancien footballeur camerounais, à la personne d'Anatole Pando, ancien joueur de la Panthère sportive du Ndé, aujourd'hui entraîneur de football, évoluant du côté de la France, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, dans le cadre de Maxi Sport sur LTM Télévision. Anatole Pando, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à Saphir. Merci de m'avoir convié encore à ce rendez-vous. Alors vous passez bien vos vacances au Cameroun, j'imagine? Très bien, mais sauf que je constate que le réchauffement climatique continue à s'accentuer.
Je pense qu'il fait encore de plus en plus chaud que les années précédentes, quoi. Alors, vous êtes ancien joueur de la Panthère Sportive d'Yaoundé, club qui a remporté en 1987 sa première Coupe du Cameroun de football. En 2009, deuxième Coupe du Cameroun. Malheureusement, en 2014, la Panthère rate son troisième titre de la Coupe du Cameroun de football. Alors, vous, en tant qu'ancien joueur de la Panthère, comment avez-vous vécu ces moments? Oh, c'est toujours un moment émotif. Déjà arrivé en finale, je pense que c'est déjà un grand pas pour ce village qui compte pas grand monde. Mais déjà, c'est déjà très très bien pour la Panthère de continuer à rester au sommet du football camerounais. Alors, parlez-nous un peu de votre petite aventure avec la Panthère Sportive d'Yaoundé. Oh, si tu penses que c'était une aventure très émouvante, nous avons gagné. À l'époque, on avait encore des anciens comme Ndiadé qui est décédé et qui nous apportait beaucoup plus, surtout sur nous les jeunes, qui nous conseillaient beaucoup. C'était un groupe très très charmant où il y avait une vie sociale qui donnait envie de rester. Je suis resté 3 ans dans cette équipe et je ne le regrette pas. Vous avez connu les Mills Odakwe, les Danado et bien d'autres. Ces Ghanéens qui avec une joie de vivre qui n'a rien à voir avec la joie entre nous Camerounais qui, bon, parfois plus tendu parce qu'il fallait trouver une place de titulaire. C'était quand même un groupe très très élargi parce qu'à ce moment, les dirigeants avaient beaucoup plus mis le paquet. Donc c'était vraiment émouvant de rester avec ces joueurs étrangers qui nous ont beaucoup apporté de l'expérience. Alors Anatole Pando, à quel moment partez-vous de la Panthère d'Yaoundé pour l'Europe et comment arrivez-vous à ce stade d'entraîneur de football? Alors, je quitte la Panthère, c'était en 1996. Je reviens sur Douala, où j'ai joué d'abord dans le port de Douala, avec Bellinga comme entraîneur, et où j'ai fait 2 ans. Et après, je me suis envolé pour la France. Non, je me suis envolé pour le Boavista. J'ai été prêté à Braga, au FC Braga, où j'ai passé 1 an aussi, et puis je suis revenu vers la France, où j'ai commencé à passer mes diplômes et je jouais au niveau amateur, le premier du championnat au niveau amateur, parce que bon, j'ai pas eu beaucoup de chance comme c'était. Bon, après, j'avais déjà un certain âge et je me suis dit c'était le moment de donner au football ce qu'il m'avait donné avant. Et aujourd'hui, je suis très content de ce que j'ai pu faire. Donc tout doucement, je reviens au pays pour pouvoir faire, je pourrais dire, ma promotion, parce que je constate que sur le terrain, on a beaucoup de temps d'entraînement, mais il y a des choses qu'on ne travaille pas forcément. Donc j'aimerais asseoir mon expérience, surtout sur un travail spécifique au poste ou bien au jeu de poste, que généralement les clubs ne font pas. Alors, vous entraînez quel club en France? J'ai entraîné le FC Lila qui joue au niveau de division d'honneur et ça se passe plus ou moins bien parce qu'on est au milieu du tableau, mais bon, voilà, c'est une très bonne expérience. C'est une équipe où j'ai joué où je suis depuis l'année 2000 et jusqu'à présent, ça se passe très bien et je connais très bien la maison en attendant d'avoir un peu plus de moyens pour pouvoir postuler un peu plus haut. Alors, vous parliez tantôt, Anatole Pando, de ce football camerounais qui traverse quelques difficultés. Alors, vous, en tant que technicien de football, que comptez-vous apporter à ce football camerounais, techniquement parlant? Alors, techniquement parlant, comme je le disais tantôt, c'est d'essayer d'apporter, vu que les clubs, il y a beaucoup de joueurs qui s'investissent auprès des clubs. Quand on retrouve dans une équipe 30 joueurs, je pense quand même que le statut du club ne demande pas autant. Bon, voilà, au niveau de ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, c'est de pouvoir mettre en place un certain travail spécifique pour les faire progresser très rapidement et être prêt pour pouvoir remplacer ceux pour les blessés ou bien les suspendus. Généralement, quand on prend un joueur remplaçant qui ne joue pas pendant 5 matchs, il n'assure pas le truc. Donc, c'est de pouvoir travailler avec les clubs pour pouvoir asseoir un certain travail technique et tactique pour les permettre de vite se repositionner auprès de l'équipe type demandée le dimanche. Vous avez déjà tenté le terrain au niveau du Cameroun? C'est pas facile. J'ai tenté le terrain, j'ai rencontré quelques dirigeants, c'est pas toujours évident. Bon, ça fait un moment que je suis parti et je reviens tout doucement. L'objectif sera de revenir tous les 3 mois pour venir mettre mon projet en place. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait et j'attends toujours les appels pour pouvoir mettre mon projet en place, quoi.
D'accord. Alors Emmanuel Marop, on va décrypter avec vous l'actualité de la CAN 2015, mais on va parler beaucoup plus de la préparation des Lions indomptables du Cameroun. Le stage est annoncé pour le 5 janvier prochain et un match amical contre la République démocratique du Congo le 7 janvier. Et c'est après cela que le coach Volker Finke dévoilera la liste des 23 ambassadeurs du Cameroun pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Alors selon vous, est-ce que le temps de préparation accordé aux Lions est vraiment nécessaire ou alors un temps réel ou normal pour la préparation de cette équipe nationale? Ça dépend. Mais d'aucuns penseraient que ça n'est pas suffisant parce que on va dire que la Guinée équatoriale, qui nous reçoit lors de cette 30e édition, est en partance pour le Portugal depuis le 18 décembre dernier. Donc depuis quelques jours, ils y resteront jusqu'au 15 janvier. Donc on peut dire qu'il y a déjà une vie de groupe qui est en train de se former. La République du Congo, Congo-Brazzaville, entraînée par Claude Leroy, un entraîneur d'ici, déjà a publié une liste élargie de 38 joueurs. Il l'a limité à 26. Donc certaines sélections, déjà, Saphir, sont in, comme on dit, elles sont en train de se préparer. Tout au moins, elles ont déjà fait une sorte de regroupement. Bon, mais chez nous, ça n'est pas encore le cas, dans ce sens que la liste élargie même, ou la liste des retenus n'est pas encore connue de manière officielle. C'est vrai qu'on suppute certaines sélections, pour probable et possible, certains retours même, mais ça ne sera pas fait. Mais au finish, avant le 7 janvier, c'est la deadline, je veux dire, c'est la date butoir. La CAF aura besoin de nos 23 noms. Mais d'ici là, quand même, vous le rappeliez, le stage commencera le 5 janvier. Au Gabon, c'est déjà une bonne chose. À Yaoundé déjà, et au Gabon ensuite. Mais c'est bien déjà d'avoir choisi Yaoundé et le Gabon, parce que sur le plan climatique, on sera probablement à 1 ou 2 degrés près. Ce sera le même climat qu'à Malabo, où on sera logé pendant le premier tour. Donc c'est déjà bien le site, le choix fait. Libreville au Gabon, c'est le même climat qu'à Malabo. Et à partir de là, de fil en aiguille, j'ose le croire, la mayonnaise prendra, les sélectionnés seront connus, et bien on sera déjà pour attaquer le match, le tout premier match. Alors, Anatole Pandou, est-ce qu'il ne fallait pas au coach se donner un peu plus de temps pour la préparation des Lions indomptables du Cameroun à cette Coupe d'Afrique des Nations de football? Je ne dirais pas qu'il faudrait beaucoup plus de temps. Je pense que là, ils auront 2 semaines. Ouais. Et Vous 2 semaines. C'est suffisant pour une préparation? Oui, je pense que c'est largement suffisant. C'est peut-être trop dit, mais c'est suffisant pour pouvoir asseoir une équipe. Déjà, il y a déjà une équipe en place, il y a déjà une bonne ossature d'équipe. J'étais vraiment surpris de voir les matchs éliminatoires, comment les Lions ont pu aborder ces matchs. C'est vraiment, il y a encore quelques réglages à faire. En 2 semaines, ils peuvent juste faire quelques réglages et puis normalement ça pourra y aller. Et ils sont pratiquement tous des titulaires dans leurs championnats respectifs. Donc certains ont joué jusqu'à hier, ils auront quelques jours de repos et puis ça pourra repartir. C'est pas au niveau physique, ou bien surtout au niveau physique, ils ne perdront pas aussi facilement. 2 semaines de préparation, ils récupéreront facilement par rapport au temps de repos. Alors, mais on se rend compte que dans cette sélection de Volker Finke se trouvent plusieurs jeunes footballeurs qui n'ont pas encore pris part à une telle compétition. Est-ce que cela ne pourrait pas jouer un sale tour à notre équipe nationale? Déjà qu'on n'a pas assez de matchs amicaux pour cette compétition, avant cette compétition, on a bien peur que les belles prestations des éliminatoires nous trompent pour la compétition. Alors, je pense que laissons-les jouer. Ils sont en confiance surtout. C'est surtout au côté psychologique qu'il faut travailler beaucoup plus. Parce que techniquement, tactiquement, et beaucoup jouent dans les grands clubs en Europe. Et vu aussi la complicité qui commence à prendre vraiment, à être vraiment... Il n'y a pas que le Cameroun qui dispose des joueurs à l'étranger. Il y a des pays qui ont également des footballeurs talentueux à l'étranger. Est-ce que le Cameroun ne devrait pas travailler davantage pour éviter des surprises? Oui, mais bon, maintenant, la compétition elle est là. Donc, ils sont jeunes, ils ont envie, et puis laissons-les travailler. Je pense que moi, de toute façon, je pense que je les ferai confiance, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, quel qu'en soit le pays où qui peut prétendre jouer une Coupe d'Afrique ou une Coupe d'Europe, tous les pays sont, même la France, aujourd'hui, il n'y a que des jeunes. Donc, il n'y aura pas, à moins que ça serait une surprise, mais disons, le lion reste le lion. Alors, Emmanuel parlait tantôt de certains joueurs, la vieille garde qui pourrait faire son retour au sein de la tanière. Alors, êtes-vous d'accord que l'on fasse appel à ces anciens joueurs pour renforcer l'effectif actuel de Volker Finke? Ils ont besoin de cette expérience, mais après, ça dépend. Il faudra que ça dépend de la mentalité des anciens qui reviennent.
Ça ne sert à rien de prendre des anciens qui vont s'aimer des troubles. On a cité entre autres Samuel Eto'o-Fils, on a cité aussi Idriss Carlos Kameni, on n'oublie pas Alexandre Sombilan et bien d'autres. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce retour? Je ne me prononcerai pas. Samuel Eto'o, c'est Samuel Eto'o. Kameni, il est en forme en ce moment. Samuel ne joue pas beaucoup, mais ça reste Samuel, je ne me prononcerai pas. Ça dépendra du sélectionneur. Je serai à sa place, je saurai quoi faire. Mais bon, moi, je ne me prononcerai pas. Emmanuel Marop, étant donné que la Coupe d'Afrique des Nations est le rendez-vous des stars du football africain, est-ce que la Confédération africaine de football peut imposer ou alors solliciter de certaines sélections des joueurs qui peuvent, n'est-ce pas, réussir l'éclat de la compétition? Oh oui, c'est d'autant plus qu'à contrario de... Il s'agit de business aussi. Absolument, absolument. Il y a 25-30 ans, je jouais le football passion, comme j'aime à dire. À chaque fois qu'il me soit l'honneur de prester ou du moins de me prononcer sur un plateau de télévision, je fais mention de cet état de fait-là. Il y a 25 ans, c'était le football champagne, mais depuis un certain temps, c'est le football business. Et d'ailleurs, on sait que Samuel, que ce soit Samuel au Cameroun, Didier Drogba, c'est des dignes ambassadeurs. Évidemment, quand ils sont sur un stade de football, c'est autre chose sur le plan business. Donc forcément, la fédération, la confédération pourrait le faire. Peut-être pas, pourquoi même pas Safir, celui-là qui organise la CAN, le président Obiangema, ne l'oublions pas, il a sauvé la Coupe d'Afrique des Nations. Elle aurait pu être délocalisée au Qatar, que ça n'aurait pas été cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Donc, il pourrait, pourquoi pas lui-même personnellement, demander que ça se joue, qu'il ait dans les effectifs Samuel Eto'o et Didier Drogba. Mais après, là, je suis d'accord avec Anatole, c'est pas lui le sélectionneur, ça ne serait qu'un avis, ça ne serait qu'une demande. Mais au finish, quand même, Samuel, c'est Samuel, Didier, c'est Didier, tant qu'ils sont dans leur sélection et que la mentalité devienne cette mentalité-là qui est pour la construction et non pour la domination. Évidemment, ils peuvent apporter du leur. Voilà, on espère qu'il n'y aura pas, si jamais ils reviennent, des sentiments de frustration au sein de la sélection. Alors, on va parler du groupe D, Baza Malabo. Le Cameroun partage ce groupe avec la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée-Conakry. Alors, Anatole Pando, quelle analyse faites-vous de ce groupe? Est-ce que ces adversaires sont vraiment prenables pour le Cameroun? Ils sont tous prenables pour le Cameroun. On l'a démontré déjà. On a démontré déjà ce que le Cameroun est capable de faire pendant les éliminatoires. Le Mali, ils sont prenables. Moralement, c'est pas... De toute façon, les trois adversaires du Cameroun, au niveau psychologique, ne sont pas assez costauds pour pouvoir supporter. Tant que les Lions jouent comme ils jouent en ce moment, il n'y aura pas de crainte pour passer au deuxième tour. Mais la Côte d'Ivoire vient quand même avec un esprit revanchard. Oui, c'est pas la première fois. La Côte d'Ivoire, ça fait très très longtemps qu'on les rencontre et puis ça a toujours été pareil. Je me rappelle quand Samuel jouait encore avec les Espoirs, que ce soit le match aller ou retour. Mais là, Samuel n'est plus là, supposons que... On a bien vu le match retour. Après, c'est eux qui ont refusé le match. Nous étions 10 contre 11. C'est eux qui ont refusé le match. Mais vous n'avez pas joué aussi? Comment? Le Cameroun n'a pas aussi joué lorsque la Côte d'Ivoire a décidé de retenir le ballon pendant 5 minutes. Le Cameroun n'a pas réagi. On n'en a pas besoin. Les gars sont en fin de on est premier de notre pôle. Je ne vois pas pourquoi c'est à nous d'aller les chercher. D'ailleurs, à 8 minutes de la fin du match, on a failli marquer à Boubacar, si vous vous rappelez bien. C'est là où ils ont cru, ils ont eu peur. Et c'est à eux de jouer. Ils sont chez eux. C'est pas à nous de jouer, c'est à eux de jouer. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas pu. À un moment, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin que le 0-0. C'était à eux de. Voilà, il y avait cette peur, n'est-ce pas, de prendre une défaite à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, Emmanuel Marop, un mot sur ce groupe Baza Malabo, le groupe D, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Conakry et puis Mali. Groupe très difficile sur le papier. Il faut rappeler, pendant qu'on est en pleine phase de Coupe d'Afrique des Nations, qu'on en serait à notre 17e. Donc le Cameroun a fait 16 phases finales. Le Cameroun, sur le plan statistique, a joué 71 matchs. Le Cameroun en a gagné 37, avec 20 matchs, les 14 défaites. Et vous conviendrez avec moi que c'est une équipe du Cameroun qui a un esprit plutôt revanchard. Pourquoi? Parce qu'on a manqué 2 phases, c'est-à-dire celle de 2012 et celle de 2013, à contrario de la Côte d'Ivoire, qui reviendra certes avec un esprit revanchard,
revanchards, compte tenu justement du fait qu'on les ait gagnés à Yaoundé 4 buts contre 1. Mais il faut dire qu'en ce moment, c'est une exclusivité. La Côte d'Ivoire passe des moments difficiles sur le plan de leur administration. D'ailleurs, ils réclamaient 3 milliards 500 millions rien que pour la participation à cette phase-là de la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'argent du contribuable ivoirien. Donc le ministère a pris sur lui de ne pas leur en donner. Il leur en propose 345 millions, repartis comme suit. 5 millions seulement par joueur et les autres viendront dès les demi-finales. D'ailleurs, le deadline, ça veut dire que ce qu'on demande aux éléphants de la Côte d'Ivoire de faire en Coupe d'Afrique des Nations en Guinée, c'est d'être dans le dernier carré et non de remporter, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont dépensé autant d'argent, environ 12 milliards depuis 2000, que la Côte d'Ivoire ne leur a rien rapporté. Donc ça risque de faire des grincements dedans. Donc déjà sur le plan psychologique, ça n'est pas la bonne entente. D'ailleurs, il y a eu des menaces même. Il y a eu des menaces. Le défense de cette compétition, le défenseur Marseille Djadjedje dit qu'il ne voudrait pas y aller, etc., etc. Donc c'est pas dans la sérénité qu'ils vont préparer. Et ils vont se préparer où? À Abu Dhabi. Donc le climat n'est pas le même que celui de Malabo. Et cette préparation leur coûte 115 millions. Et le ministre des Sports ivoirien demande à la FIF de s'occuper de ça. Donc ça risque de ne pas être très bien. Ça, c'est une chose. Il faut rappeler quand même que la Côte d'Ivoire en sera à sa 21e participation en phase finale de Coupe d'Afrique. Mais le Mali et la Guinée-Conakry, qui est une équipe redoutable, pour la simple raison qu'elle a joué tous ses matchs éliminatoires à domicile à l'extérieur. Ils les ont délocalisés à Casablanca notamment pour cause de virus Ebola. Donc c'est une équipe à craindre parce qu'elle sera à Malabo à l'extérieur et elle risque de se comporter comme à l'extérieur pendant la phase finale éliminatoire. Donc c'est une équipe, à mon avis, un groupe qui est un groupe très très relevé. Il faut rappeler en passant pour finir avec les statistiques que 10 fois le Mali a joué une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et 9 fois la Guinée-Conakry. Donc à mon avis, c'est pas à négliger, c'est pas à négliger, même si, comme le disait Anatole, les Lions indomptables se sont bien comportés en phase éliminatoire. Mais pour finir, entre la phase éliminatoire et la phase finale, c'est autre chose. Pour finir là-dessus, parlant de ceux qui pourraient être frustrés, si d'aventure, justement, l'ancienne garde ou bien une partie de l'ancienne garde revenait, il vous souvient, 84, Jacques Songo, capitaine du canon de Yaoundé, capitaine des Lions indomptables pendant la phase éliminatoire, justement, en phase finale, c'est Joseph-Antoine Bell ou Nkono qui jouait. J'ai pas envie que ça revienne, mais ça risque, si tel était le cas, il faudrait qu'il n'y ait pas de frustration. Seule la mentalité du groupe doit régner. Alors, maintenant, on va parler du groupe C, à moins qu'Anatole ait quelque chose à ajouter par rapport aux Lions indomptables du Cameroun, dont la préparation démarre le 5 janvier avec une étape qui aura lieu du côté de Libreville au Gabon. Et le Cameroun a peut-être choisi le Gabon à raison. Oh, j'ai rien ajouté, juste attendre maintenant le début du tournoi pour pouvoir voir de quoi le Cameroun est capable de faire. Mais à ce niveau, qu'est-ce que l'entraîneur devrait mettre dans l'esprit des joueurs avant la compétition? Avant la compétition, il faut qu'il mette en place un travail, surtout de les mettre en confiance. Et les 2 matchs amicaux prévus, je pense que ce n'est pas des gros calibres. L'objectif ne sera pas de les mettre en difficulté, c'est justement de les mettre en confiance. D'où le travail psychologique sera très très important. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle génération de joueurs? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Gagner la Coupe d'Afrique des Nations ou alors participer honorablement? Gagner la Coupe, on ne va pas en compétition pour ne pas gagner. Il y a champion là-dedans, il y en a un Koulou qui a déjà gagné pas mal de compétitions en Europe, même au niveau des jeunes avec le Cameroun. Ils sont là pour gagner, hein. Ils ne sont pas là pour... on ne va pas en compétition pour perdre. Voilà, c'est tout. D'accord, on va maintenant rapidement jeter un regard dans les différents groupes. D'abord, après donc le groupe C, le groupe D, on va tomber dans le groupe C. Juste à côté, il y a Mongomo, où on retrouve bien sûr le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Algérie. On parle même du groupe de la mort, Anatole. Ah oui, là c'est le groupe de la mort, l'Algérie qui est vraiment... Aujourd'hui, je pense le meilleur pays africain au niveau du football. 18e au classement FIFA d'ailleurs. Et le Ghana avec les deux Makéessiens et Montari qui remontent un peu au niveau des joueurs au niveau mondial. Il faut s'attendre à une poule très très difficile. Les pronostiqueurs, attention. Hein. Alors Emmanuel, rapidement, Mongomo, groupe C, on a le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Algérie.
groupe de la mort sur le papier. Mais Safir, vous me permettez de ne pas m'appesantir dessus, mais m'appesantir sur les conditions, sur la logistique. Parce que justement, un problème d'infrastructure hôtelière va se poser, sans faire insulte à la Guinée d'ailleurs, qui a bien fait de l'accepter. Un problème d'entraînement va se poser. Donc à partir de là, il est évident que si le problème infrastructurel d'entraînement, de stade d'entraînement se pose, soit on va s'entraîner un peu comme on le fait chez nous, ça veut dire une équipe s'entraîne et l'autre observe, soit ça risque de ne pas être ça. Donc comme pour dire qu'au finish, hein, dans ce groupe-là, les performances en réalité ne découleront pas de ce qui se passe, de ce qui devrait se passer, pour la simple raison que les infrastructures mises à la disposition de ce groupe-là risquent d'être amoindries. Maintenant, après, on comprend que le Ghana, c'est une équipe qui est toujours là, depuis 82 d'ailleurs. Il faut dire que les Black Stars ont 4 étoiles, ils ont remporté 4 fois la Coupe d'Afrique des Nations, mais à contrario, Anatole parle de Michael Essien, qui n'a pas du temps de jeu au Milan AC, qui est vieillissant. Il y a Soulé également, qui n'a pas un temps de jeu. Mais le Ghana reste une constellation de ça, de bons groupes. D'ailleurs, c'est les Brésiliens d'Afrique. Mais il y a une équipe quand même qui risque de faire parler d'elle, c'est le Sénégal, les Lions de la Teranga quand même, qui ne se sont pas qualifiés la dernière fois, mais qui pensent quand même cette fois-ci venir à un très haut niveau, même si l'expérience de 2012 en réalité ne leur a pas souri. Ils étaient logés à Bata, les Lions de la Teranga, ils sont sortis dès le premier tour, donc ça risque de revenir là, un peu comme une sorte d'épée de Damoclès, le souvenir de la Guinée équatoriale. Mais somme toute, c'est une équipe où les deux qualifiés, à mon avis, risquent d'aller très loin à la compétition. Et l'Afrique du Sud, qui n'est pas une équipe à négliger dans cette compétition. D'autant plus que leur nouvel entraîneur, justement, connaît bien cette équipe. D'ailleurs, il est l'entraîneur des A et des A'. Donc, il connaît cette équipe-là, sauf qu'ils ont perdu leur gardien des suites d'une agression, de regretter mémoire, le gardien des Orlando Pirates. Mais il y a Kouné qui pourrait revenir, l'ancien titulaire, une équipe également qui pourrait refaire parler d'elle. Mais au finish quand même, pour faire simple, ce ne serait pas évident de donner le pronostic de fait, mais les deux premières équipes qui se qualifieront pour le tour final risquent d'aller loin dans cette compétition. Voilà, groupe C, un groupe aussi relevé. On va parler de Ebibim qui va accueillir le groupe B. Et dans ce groupe, on retrouve la Zambie, la République démocratique du Congo, le Cap-Vert et la Tunisie. Alors, Anatole Pando, un groupe qui pourrait peut-être être favorable à la Tunisie. À la Zambie, moi, je dirais. Ah, allez-y. Je pense que la Zambie, pour avoir gagné la Coupe d'Afrique, je pense, il y a 4 ans, ils ont gardé les mêmes joueurs. Aujourd'hui, ces joueurs sont très, très expérimentés. Et ils ont raté la dernière édition. Je ne vois pas dans cette poule la Tunisie être au-dessus de... Bon, peut-être qu'il faudra compter sur la Tunisie et la Zambie. Mais moi, je miserais beaucoup plus sur la Zambie. Alors, Emmanuel, rapidement. Oui, la Tunisie, sur le plan climatique, ça risque de ne pas être ça, parce que ne l'oublions pas, hein, la plupart des aigles de Carthage, ils jouent à domicile, et certains en Europe, et puis forcément, sur le plan climatique, ça risque d'être difficile, parce que Anatole le sait mieux que nous ici, c'est les températures en dessous de zéro. Évidemment, quand on va jouer à plus 30, plus 35, forcément, on en prend un coup sur le plan climatique. Mais en fait, la Zambie également, avec l'éternel Katongo, qui sera encore là pour conduire la Zambie. Mais sauf que, parlant de la Zambie, elle risque de ne pas trop compter, parce qu'ils ont perdu Hervé Renard qui est avec les éléphants. Non, un groupe où, à mon avis, je ne vois pas trop la Tunisie quand même. Bon, mais les deux autres équipes pourraient s'en sortir. Mais sauf qu'au premier tour, hein, impossible, n'est pas... on est bien placé pour faire des commentaires sur les plateaux de télévision, mais en réalité, c'est la réalité, si je puis dire ici, elle est tout autre. Pour finir encore, Ebébéine et Mongomo, c'est des petits stades. Safi, 4000 places pour Ebébéine, 5000 places pour Mongomo. Il faut dire que c'est des joueurs sous le contrôle de Anatole Pado qui sont habitués à jouer devant 15, 20, 30 000, 40 000 spectateurs. Ça risque également, d'accuser un coup aussi. Allez, on va sortir par le groupe A qui est basé à Batin, avec bien évidemment le pays organisateur, à savoir la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Burkina Faso. Alors, un regard sur ce groupe, Pando? Je dirais que... je sais pas. Organisateur bien parti pour... peut-être l'avantage de jouer à domicile. Le Gabon, ces derniers temps, ils essaient de faire quand même un peu de travail, un bon travail. Je ne vois pas trop qui sortira du lot dans ce groupe. Mais bon, vous ne pensez pas à un Burkina Faso qui mais pourrait... De toute façon, ce que je pense de ce groupe, ceux qui sortiront, les deux premiers qui sortiront là, seront peut-être des surprises pour les prochains tours dans la compétition. Quoi. Alors Emmanuel, rapidement, quelques battements de paupières. Quelques enseignements. La Guinée équatoriale, 2 fois en phase finale, 2012 comme organisatrice, co-organisatrice, et puis 2015 pour des raisons que l'on sait. Mais sauf que la Guinée équatoriale, leur entraîneur espagnol Goicoechea arrivait en
décembre, en fin de mandat le 31 décembre. On l'a prorogé jusqu'à la CAN. Et en ce moment, je le disais en introduction, la Guinée au Portugal du 18 décembre au 15 janvier. Ça peut être un facteur aussi. Le Burkina Faso, dernière équipe, enfin, finaliste l'année dernière contre le Nigeria. Malheureusement, le Nigeria qui n'est pas en phase finale. Le Burkina Faso reste avec son ossature. Mais le Gabon également, qui n'a pas dit son dernier mot, le championnat n'étant pas commencé, c'est vrai, même en Guinée équatoriale, ça risque d'être un facteur parce que la plupart de ces internationaux évoluent au pays. Il y en a certains qui jouent à l'extérieur, qu'on essaie de greffer au noyau. Ça va se jouer, mais je pense que la Guinée, compte tenu du public aussi, risque d'aller plus loin. Et il faut dire, la particularité, pour finir là-dessus, de l'équipe de l'Équateur-Guinéen, du Zanlan national, c'est que quand le Zanlan joue à Bata, c'est une équipe qui est supportée. Mais à Malabo, malheureusement, on ne comprend pourquoi le public boude un peu. Donc, c'est aussi un facteur au cas où la Guinée parvenait à franchir le deuxième tour si elle n'était pas première équipe dans sa Merci Emmanuel et merci à Anatole Pando d'être venu nous aider à décrypter l'actualité du football, précisément de la CAN 2015, dont la phase finale aura lieu en janvier prochain en Guinée équatoriale. Le Cameroun est donc qualifié et sera donc dans le groupe D avec la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Mali. Maintenant, on va vous inviter à suivre ce reportage sur la visite des infrastructures sportives, notamment le stade de Kwekon à Bafoussam, visité par le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique tout récemment. Et tout est pratiquement bien parti pour que ce stade soit prêt en 2016 pour abriter bien évidemment, ou en 2015 pourquoi pas, pour abriter la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin et peut-être même la CAN 2019. De toute façon, ce reportage concocté par Adrien Obodem nous édifie davantage sur l'évolution des travaux du stade de Kwekon. Des travaux est de 62%. Constat de la mission interministérielle conduite par Emmanuel Wenyou, secrétaire général du ministère des Sports, par ailleurs coordonnateur du programme national de développement des infrastructures sportives au Cameroun. Il était question de venir voir concrètement si ça correspond à la réalité. Et comme en plus nous sommes dans la perspective de la CAN, nous voulions voir et rassurer les uns et les autres, et la hiérarchie et l'opinion, que les choses sont en marche. Il y a 6 mois, quand nous étions ici, moins de 6 mois pour la candidature du Cameroun pour la CAN, on n'était pas à ce niveau de travaux. Donc je crois quand même que ça avance à un rythme normal. Nous avons eu l'assurance tout à l'heure que ce sera terminé. Ce stade sera terminé au mois d'octobre 2015. Donc je crois qu'au rythme où vont les travaux, on peut être rassuré et rassurer les Camerounais que nous, au ministère des Sports, nous serons prêts pour tous les stades qui sont concernés par les compétitions. La mission d'évaluation a débuté par une séance de travail au cabinet du gouverneur de l'Ouest Cameroun, suivie d'une réunion technique où les partenaires chinois ont présenté les travaux déjà exécutés. Sur le chantier, les 4 tribunes sont déjà achevées, l'axe de jeu aménagé. Pour cette entreprise chinoise, responsable du chantier, le manque d'eau et d'énergie électrique sur le site sont pour l'heure les principaux obstacles à l'avancée du chantier. Par ailleurs, ces derniers se disent toujours sereins et maintiennent la réception du stade omnisport de Kwekon prévue au mois de mai 2016. Il revient désormais à la partie camerounaise d'approvisionner le site en eau et énergie électrique. Le stade est situé à 17 km de Bafoussam, sera un atout majeur pour le Cameroun, organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations version féminine de 2016 et la version masculine de 2019. Voilà, nous allons maintenant parler du taekwondo pour annoncer qu'un examen de passage de grade a eu lieu dimanche du côté de Ndok Passy 3, le lieu Saint-Nicolas, dans l'arrondissement de Douala 3e. Il était question pour Maître Kamdoum, organisateur de cette compétition, de détecter les talents et surtout de promouvoir le taekwondo dans cette localité. Un événement qui a connu la participation de 4 clubs qui ont bien voulu honorer ce rendez-vous sportif du week-end du côté de Ndok Passy. On va donc suivre ce reportage qui nous édifie sur le déroulement de ce passage de grade. Voilà, dommage, quelques soucis techniques avec ce reportage. On espère bien que l'on va se rattraper. Le temps de recevoir sur ce plateau une actrice du taekwondo dans la région du littoral. Elle est ceinture noire de taekwondo, premier dan, il faut le préciser. Elle s'appelle Sylvie Eliane Bekou. Elle va nous aider à aborder l'actualité de cette discipline sportive. Alors, Eliane Bekou, bonsoir.
Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Déjà, on vous souhaite une fin d'année heureuse et une année 2015 magnifique. On espère bien que l'année 2014 s'est bien déroulée, les activités sont bien déroulées au sein de votre ligue. Ah, très bien, le plaisir est partagé. Il n'y a pas eu de problème, donc tout va pour le mieux. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que les activités sont déroulées tout au long de la saison? Tout au long de la saison, il y a beaucoup d'événements qui ont été organisés, entre autres les stages d'arbitrage, les passages de grade et beaucoup d'autres choses sont en vue. Ouais. Alors, parlons un peu de la participation des dames aux activités de taekwondo cette année. Contrairement aux années passées, on se rend compte que les femmes s'investissent un peu plus dans le taekwondo, dans le sport, plus particulièrement le taekwondo. Donc, j'ose croire que les choses iront toujours dans ce sens-là, qu'elles comprendront que ce n'est pas un sport seulement pour les hommes. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles ont concrètement fait cette année? Des passages de grade, que moi aussi j'ai fait cette année, des compétitions, que ce soit régionales ou nationales. Donc, elles ont beaucoup participé, que ce soit les stages d'arbitrage ou les stages avec la Croix-Rouge. Alors, justement, vous avez eu cette année un stage avec la Croix-Rouge. Est-ce qu'on peut savoir, aujourd'hui, est-ce que vous mettez en exergue tout ce qui a été enseigné à ce stage? C'est vrai que tout ne peut pas être restitué, tout ne peut pas se faire comme quand le stage se passe, parce qu'à ce moment, il y a des petits trucs qu'on oublie. Mais on essaye parce qu'ils nous ont même laissé les numéros qu'au cas où tu veux faire un truc et que tu ne t'en sors pas. Ce qui nécessite un recyclage. Voilà, donc ils nous ont demandé de les faire signe à chaque fois, ils vont nous recycler dès que possible. Il vous est déjà arrivé de porter secours à un athlète en cas de difficulté en pleine compétition? En pleine compétition, non. Alors, maintenant, le taekwondo, tel que vous le pratiquez, d'ailleurs, je précise que vous avez eu votre ceinture noire premier dan cette année. Ouais. Alors, comment vous avez mené cette expérience? Comment est-ce que vous avez vécu ces moments? Ce sont des moments très forts, ça je l'avoue, parce que c'est pas... Il y a le trac, il y a le stress qui monte. Donc, il faut être déjà entêté, il faut savoir ce qu'on veut pour pouvoir résister là-dedans. Parce que quand vous vous rendez compte que quand vous arrivez devant des gens que vous n'avez jamais vus, je parle là des Coréens, c'est vraiment, ça fait monter l'adrénaline. Oui. Alors, Sylvie Bekou, vous étiez en DOCPASI 3 où une compétition, j'allais dire, un examen de passage de grade a eu lieu. Alors, est-ce qu'on peut savoir exactement comment les choses se sont déroulées? Quelle appréciation avez-vous porté sur le travail abattu par les différents athlètes? Les athlètes, que ce soit les enfants ou les grands, ils se sont très bien débrouillés. Parce que quand vous voyez les enfants travailler, vous avez comme l'impression que ce sont des grands. De par leur précision, ça je l'avoue, j'ai été vraiment ébahi par certains enfants là-bas. Les grands, oui, ils ont la facilité de compréhension, mais quand vous voyez un enfant qui se démêle, qui donne tout ce qu'il peut pour avoir sa ceinture, ça c'est vraiment très beau, ça je l'avoue, c'est très beau à voir. Alors, s'il y avait des remarques à faire quant à l'organisation de cette compétition, parce que le club Nissi Taekwondo de Nokpasi, oui, a moins d'un an d'existence. Le club a été fondé en janvier 2014. Alors, s'il fallait évaluer cette formation quant aux prestations données, que diriez-vous concrètement? Ça, je vais l'avouer, le maître, c'est vrai que lui-même, il sous-estimait un peu la chose, mais quand il a vu l'implication de tout un chacun... Maître Kamdou, oui. Quand il a vu l'implication que chacun, même des athlètes, des participants au passage de grade donnait, il était ébahi. Il s'est vraiment surpassé bien après. Donc il a donné, même étant déjà sur place, il a fait tout ce qu'il pouvait pour que tout aille pour le mieux là-bas. Alors, s'il fallait faire un bilan de 2014?
Tout s'est bien passé. J'invite ici là le bureau à organiser beaucoup plus d'événements. Vous n'avez pas fait le bilan. Vous dites tout s'est bien passé, ça suppose Oui, parce qu'il y a, quand je vais faire le bilan, il y a les passages de grade, oui, comme ce qui s'est passé à Mifi Club. Il y a les stages d'arbitrage sous la supervision des Coréens. Il y a le stage avec la Croix-Rouge qui n'a jamais été organisé, ça je le dis. Il y a le championnat national, par exemple, qui s'est passé à Yaoundé. Et le Littoral a occupé la deuxième place. La deuxième place, avec 2 clubs en finale, donc Mama Taekwondo et Bellavi Club. Au niveau du Littoral, il y a eu des compétitions. Oui, au niveau du championnat régional du Littoral, qui s'est passé à Dortmund, là-bas, où il y avait les jeunes à partir de 14 ans en montant. Donc ça s'est passé en 2 tranches, et les enfants et les grands. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour 2015 2015, je ne vous demande pas de définir forcément la politique de la Ligue, mais vous, en tant qu'actrice engagée dans cette discipline, qu'est-ce que vous comptez apporter en 2015 ? Je compte apporter dans le sport déjà ma volonté. Le taekwondo précisément. Dans le taekwondo, ça je le précise parce que c'est la discipline que moi je pratique. Déjà, je vais m'investir à fond parce que c'est vrai, on a eu la 2e place, mais nous on voudrait aller plus loin que ça. Pas rester à la 2e place nationale seulement, on voudrait aller dans d'autres, que ce soit même international, que ce soit, je ne sais pas, du monde, on ne sait pas. Donc, ce que je dis, c'est que j'entrevois bosser dur. Ça, je le dis, je vais vraiment me mettre au travail parce que la 2e place, on aurait voulu avoir plus que ça. Mais malheureusement, je vais travailler dur et puis je vais conquérir la 1re place à mon niveau. Et les femmes, qu'est-ce que vous ferez concrètement pour elles? D'ici là, j'invite les femmes à venir nous voir parce qu'il faut d'abord venir voir comment ça se passe là-bas. Et puis, à aimer, je ne sais pas, parce qu'elles appréhendent souvent trop la chose, disant que ce n'est pas un sport pour les femmes. Mais moi, je suis la preuve vivante que les femmes peuvent aussi pratiquer ce sport-là sans toutefois avoir peur. Donc, s'il fallait fuir ce sport, j'aurais fui depuis longtemps. Mais malheureusement, il faut déjà être entêté, ça je le dis. Dans toute chose, il faut la volonté, il faut persévérer. Il faut persévérer dans tout ce qu'on fait dans la vie. Ça, j'invite les femmes à venir pratiquer ce sport-là. Voilà la parole de Sylvie Bekou, pratiquante de taekwondo, ceinture première dan, elle qui défend valablement les couleurs de cette discipline à sa manière au niveau du Cameroun et surtout au niveau de la région du littoral, elle qui également est considérée comme l'une des ambassadrices de cette discipline sportive dans la région du littoral. Alors nous allons bientôt nous séparer, on sait que 2015 c'est dans quelques jours seulement. Alors vous avez sûrement un message que vous voulez véhiculer à l'ensemble des pratiquants du taekwondo? Je veux tout d'abord souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les pratiquants de taekwondo, que ce soit du littoral ou du monde entier même, pourquoi pas. Et les inviter à cesser d'abord les polémiques parce que ça ne sert à rien, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, donc mes vœux les meilleurs, je les invite à travailler. Dites-leur ça. Allez-y. Bon, joyeux Noël, bonne année à tous. Et que faisons tout ce qu'il faut pour que notre discipline avance, qu'elle ne fasse plus du surplace. Merci Sylvie beaucoup d'être venue. On vous souhaite beaucoup de courage et que 2015 vous apporte plus de bonheur et de santé et que vous représentiez valablement la région littorale à toutes les épreuves du taekwondo. Vous n'allez pas partir parce que tout à l'heure vous allez suivre avec nous ce reportage qui nous conduit dans l'univers du tennis. Le tennis, c'est bien ce tournoi national des jeunes organisé dimanche dans la ville de Douala. Un tournoi qui tient lieu de présélection aux championnats d'Afrique qui vont se dérouler, tout simplement aux Jeux africains qui vont se dérouler au Togo. Et il faut noter que le Cameroun regorge pas mal de talents dans cette discipline sportive. Allez tout de suite ce reportage que nous propose Augustin Noula qui est au cœur de cette actualité. Suprématie d'Oyebok Tennis Academy, ainsi peut-on résumer ce tournoi national des jeunes qui a rendu son bouquet final samedi dernier après 5 jours de bataille sportive. En effet, les jeunes de cette académie ont quasiment survolé cette compétition dans toutes les catégories. En l'occurrence, la grande révélation de l'épreuve, Achille Motale, qui a créé la sensation en battant en finale minime
Lori Lomongoum. Aujourd'hui, j'ai joué un grand match là, contre Lori Lomongoum. Donc aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ça. J'ai bien joué, j'étais bien préparée. Vu que la dernière fois, elle m'a battu en demi. Chez les demi, elle m'a battu 6-2. Mais je n'étais pas tellement énervée parce que moi, j'avais beaucoup travaillé. Et je vais vraiment dire merci à mes amis, mes coachs qui m'ont vraiment soutenu. Chez les minimes garçons, Paul Brunel Wamba a dominé sans surprise le jeune Yann Doy, tandis que chez les cadets, Guy Takam est venu à bout de Fabrice Motalé et Valérie Essomé a enlevé le trophée devant Agnès Biba. Puis chez les poussins, Kennedy Donfac et Sonia Tassé se sont respectivement offerts les trophées aux dépens de Flani, Ndoy et Atana. Rideau sur ce tournoi national des jeunes organisé par la Ligue régionale du littoral à l'occasion de la fête de Noël. L'heure est au bilan et aux perspectives d'avenir. Un sentiment de satisfaction en tenant compte de la période qui a couvert ce tournoi qui était encore une période scolaire. Malgré cela, nous avons quand même réussi à avoir plus de 70 enfants venus des différents coins de la nation, de Tchang, de Nkonsamba, de Bafoussam, de Douala, de Yaoundé, de Bolova et de Mbandjok. Donc nous sommes satisfaits de la participation. Nous sommes également satisfaits de la qualité des rencontres. On a vu des matchs de très haute facture pour des jeunes qui n'ont pas souvent plus de 10 ans, ce qui nous conforte à l'esprit que le tennis a sa relève assurée. Mais nous devons continuer à travailler, nous devons continuer à être vigilants, nous devons continuer à nous organiser, à rester soudés pour que le tennis continue. La perspective d'avenir, c'est déjà l'ouverture de saison que nous souhaitons pouvoir tenir en fin janvier 2015. Ce sera probablement à Edea, un tournoi interclub des vétérans qui va nous permettre de remobiliser les clubs parce que c'est autour des clubs que se construit l'avenir du tennis. C'est les clubs qui doivent former, c'est les clubs qui sont formateurs et nous avons envie de mobiliser dans les clubs à travers donc leurs dirigeants, à travers leurs membres dans un tournoi interclub de vétérans pour donc davantage nous solidifier, pour davantage construire, réfléchir sur le devenir du tennis. Ce sentiment du devoir accompli est d'autant plus compréhensible que la Ligue régionale de tennis du littoral a tenu à toutes les promesses qu'elle avait sérinées à l'orée de la saison 2014. Voilà pour parler du tennis ce soir. Nous avons sur ce plateau Simon Moukete, responsable technique du tennis dans la région littorale, qui vient d'être promu à une nouvelle fonction au sein de la Ligue régionale de tennis du littoral. C'est donc désormais le directeur central de la Ligue régionale de tennis du littoral. Il aura l'occasion de nous en dire davantage. Alors Simon Moukete, bonsoir. Bonsoir Safi, bonsoir à tous les fans du tennis et merci une fois de plus de nous avoir invités. Je profite quand même pour souhaiter joyeux Noël et bonne année à tous les Camerounais et tous les sportifs du monde entier. Nous vous souhaitons également bonne fin d'année 2014 et bonne année 2015. Voilà, alors Simon, je voudrais d'abord m'intéresser à la nouvelle fonction que vous occupez, directeur central. Qu'est-ce que cela signifie dans l'univers du tennis? Ben, vous savez, nous avons décidé de faire ce métier pour accompagner les gens, pour accompagner la jeunesse, pour faire fonctionner le tennis, pour le développement du tennis, pour le soutien. Je pense que c'est à ce titre que le bureau régional, le président Feuze Maurice a décidé de me donner un peu plus que tout ce qui est technique. Donc c'est un peu plus de suivi, un peu plus de contrôle et voilà, un peu plus de présence sur le terrain, un peu d'administration. Voilà, grosso modo, mon nouveau rôle, quoi. Alors, vous ne venez pas à renverser le secrétaire général de la Ligue? Non, nous avons un secrétaire général qui est monsieur formidable, qui fait un travail extraordinaire, qui est président d'un club. Je pense que c'est une équipe, hein, la Ligue régionale du littoral. C'est ça qui est magnifique. Nous avons une équipe qui est menée par un monsieur extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, on peut voir, hein, de par les activités de la Ligue régionale du littoral, nous sommes la Ligue, je peux même dire, toute fédération confondue, la Ligue la plus opérationnelle. Donc, je pense que c'est une fierté de faire partie de cette équipe qui est menée par M. Feuze Maurice et le vice-président Ouattara et le SG, notre SG, M. Wane.
Monsieur Fezo Maurice, à qui nous souhaitons heureuse année 2015. Alors, on va noter que dans vos nouvelles fonctions, vous avez donc un rôle administratif et technique à jouer au sein de la Ligue régionale de tennis du littoral. Alors maintenant, on va parler de ce tournoi national des jeunes qui s'est déroulé ce week-end à Douala. Alors, est-ce qu'on peut savoir exactement les contours de cette compétition? Oui, je tiens d'abord à signaler que c'est la deuxième édition. Nous avons commencé ce tournoi depuis que le bureau est en place l'année dernière. C'était la belle fête, c'était une très grosse fête. Le tournoi s'intitule Festi Noël parce que nous voulons effectivement lancer le mois de décembre avec ces compétitions pour donner un peu d'envie aux enfants parce qu'ils sont partis, ils ont fini l'année scolaire, le premier trimestre avec beaucoup de stress et là ils arrivent à se détendre, même si c'est la compétition, mais on les apprend aussi à jouer, à travailler dans la fête. Voilà, c'est une compétition qui a sa deuxième édition et cette année c'était spécial parce que ça servait aussi de tournois présélection pour les enfants qui vont aller au Togo pour les jeux, pour la présélection des Jeux africains. Donc l'entraîneur national de jeunes était là. Entre parenthèses, je vais dire que le Cameroun vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. On n'en parle pas beaucoup, mais je sais que vous en avez parlé énormément. Donc après 30 ans, ça fait 30 ans la dernière victoire du tennis camerounais au niveau continental. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut célébrer et qu'il faut dire que le tennis désormais marche très bien au Cameroun depuis 2 ans. Et franchement, je suis content d'être technicien de tennis et je suis ravi du travail qui a été fait par l'entraîneur national et puis par les joueurs tous nos joueurs jouent au Cameroun. Les joueurs qui ont pris part à cette CAN jouent au Cameroun. C'était juste une parenthèse. Alors, on sait qu'au niveau du littoral, votre politique porte sur la juvénisation du tennis dans le littoral. Alors, est-ce que, à travers cette compétition, vous vous êtes rendu compte que votre mission a été bien établie pour ce qui est l'année 2014? Bien sûr, Safi. La mission ne fait que commencer. Nous sommes là, nous ne sommes pas satisfaits encore, même si c'est déjà énorme, mais nous ne sommes pas encore satisfaits. Nous voulons exposer encore plus de jeunes, mais surtout, nous voulons nous appuyer sur les techniciens. Quand le président faisait arriver, il a fait confiance aux techniciens, il a accompagné les entraîneurs pour qu'ils puissent s'organiser. Donc aujourd'hui, il y a une association régionale des entraîneurs, il y a beaucoup de rencontres entre des entraîneurs. Et puis c'est aussi ça, nous voulons, c'est les acteurs qui sont, des entraîneurs et des joueurs sont des acteurs principaux. Et nous nous appuyons sur ces gens-là pour faire avancer le tennis, pour que le tennis soit partout. Parce que nous voulons sortir, c'est ce que nous avons réussi à faire, c'est de sortir le tennis de Douala. Aujourd'hui, le tennis se joue partout et nous sommes intéressés par tout ce qui se fait partout parce que je sors d'une tournée. Ça fait la deuxième fois que que le président me met en mission pour aller suivre le tennis dans presque tout, dans tous les départements et toutes les petites villes où il y a un terrain de tennis. Aujourd'hui, c'est possible, les gens jouent au tennis partout. Alors, ça, on a connu les Lionel Kemajou, les Zachary Mouniol et bien d'autres. Ouais. Alors, aujourd'hui, quels sont les jeunes qui émergent dans l'univers du tennis? Ben aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. Je pense qu'il y a pas mal de structures, il y a pas mal d'entraîneurs qui ont compris qu'il faut s'organiser, mais il faut travailler correctement. C'est pour ça que le soutien aux entraîneurs est important, parce que si les formateurs ont la bonne formation, s'ils savent comment gérer toute cette préparation, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre un enfant, le mettre là et l'envoyer les balles, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut comprendre la psychologie de l'enfant, il faut comprendre comment est-ce qu'on peut prendre cet enfant qui est comme ça et l'amener ici. Et ça aussi, c'est important. Je pense que c'est vraiment, je rends hommage une fois de plus à tous ces entraîneurs pour tout ce travail qu'ils font. Parce que je voudrais quand même que nous parlions de ces jeunes qui se démarquent dans l'univers tennis. Vous parlez beaucoup plus des techniciens, mais vous oubliez les vrais acteurs qui sont ces enfants, lesquels font aujourd'hui la fierté. Oui, parce que c'est important, c'est important. Il y a beaucoup, par exemple, pour ce tournoi, on a eu des enfants qui étaient poussins, par exemple, de 8 ans, les enfants de 8 ans qui ont joué, qui ont fait la finale chez les Benjamins. Les Benjamins, ça, c'est des enfants qui ont 11-12 ans. Comme le jeune Doy qui vient de Yaoundé. Ouais. Et puis vous avez Wamba Patricia qui a aussi joué 2 catégories. Je pense qu'il y a une force qui arrive au niveau de la jeunesse qui est extraordinaire. Et on commence à voir la motivation. Les enfants commencent à être motivés pour pratiquer cette discipline. Je pense qu'au niveau international, c'est aussi bien parce qu'il y a des bonnes références. Le tennis commence à être un sport qui est agréable à regarder parce que quand vous passez dans la rue, vous voyez à la place de match de football, les gens sont en train de regarder le tennis parce qu'ils regardent Nadal qui joue contre Federer, contre Djokovic. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Mais aussi parce qu'il y a vraiment une politique extraordinaire qui a été mise en place, surtout ici au niveau de la région littorale, en partenariat avec la Fédération camerounaise de tennis, parce que nous travaillons toujours en partenariat avec eux. Par exemple, ce tournoi a été organisé avec la participation et la collaboration de monsieur le président de la Fédération camerounaise de tennis. Alors, Simon Moukete, quels sont les grands enseignements, j'allais dire, que l'on peut tirer de cette compétition? Je pense que ce que nous avons compris, c'est que il faut, avant d'arriver à faire des tournois, les tournois c'est bien, mais il faut préparer des structures
pour que les gens, pour qu'il y ait un peu plus de marche, pour qu'il y ait un peu plus des enfants. Il y a la détection. Je pense qu'il y a des associations que nous connaissons très bien qui font beaucoup dans ce sens-là. Mais nous aussi, dans la région littorale, nous sommes en train de vouloir accompagner les vétérans. Parce que plus il y aura des parents qui vont jouer au tennis, plus ils vont venir avec les enfants. Et puis après, on aura beaucoup plus de jeunes. Donc nous préparons la saison prochaine qui va être lancée, si Dieu le veut, en 2015 à IDEA, pour lancer l'ouverture de la saison. Parce que nous comptons sur ce tournoi, l'Interclub des vétérans. Parce qu'une fois que vous avez des vétérans qui s'intéressent un peu plus au tennis, et voilà, je pense que les enfants vont suivre tranquillement. Alors, petit bilan pour sortir de vos activités dans le littoral? Petit bilan, mais surtout énormément de fierté, parce que nous avons organisé pas mal d'activités depuis le début de l'année, pour ne pas dire depuis 2 ans. Le bilan est très intéressant et très flatteur, mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas fini. Nous sommes encore en train de travailler pour que ça soit meilleur. Nous sommes en train de travailler pour que ça soit meilleur. Et en 2015, au niveau de la Ligue régionale de tennis du littoral, nous préparons encore beaucoup de bonnes choses pour le tennis. Merci Simon Moukete d'être venu. On vous souhaite bien des choses. Un dernier message pour sortir. Oui, je voulais tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, mais je voulais quand même saluer la victoire du Cameroun au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que la dernière victoire et le dernier champion, c'était Zachary Mouniol en 2006 au Tripoli, en Libye. Et là, nous avons fait avec des mains au Congo. Donc je tiens quand même à saluer cette équipe de Cannes avec tous ces joueurs et joueuses qui ont remporté, et l'entraîneur, le docteur Paracetamol. Merci, on vous souhaite beaucoup de courage et puis on souhaite que 2015 soit une année de prospérité, une année pour l'émergence des talents du tennis au Cameroun, et on souhaite que le littoral produise davantage des talents pour représenter valablement le Cameroun aux échéances internationales. Merci Simon Moukete, désormais directeur central de la Ligue régionale de tennis du littoral. On va donc se séparer à travers ce reportage qui nous conduit dans l'univers du bodybuilding and fitness, et on va parler de cette 5e édition de la compétition baptisée Géraldé, qui a eu lieu du côté du parcours Vita de Bonamoussadi à Douala. C'était une finale très courue qui a connu la participation de plusieurs athlètes venus des différents horizons du Cameroun pour rehausser l'éclat de cette compétition de bodybuilding en fitness. Donc voici le reportage. Fin d'année glorieuse pour les pratiquants du bodybuilding en fitness venus des 4 coins du Cameroun pour prendre part à la 5e édition du tournoi baptisé de Géraldé, dont les finales ont eu lieu au parcours Vita de Douala. Dans ce sport pratiqué avec élégance, les compétiteurs avaient des défis à relever, notamment la mise en exergue des abdominaux, des cuisses, des biceps, triceps et autres parties du corps. Pour cette année 2014, la NBBU branche du Cameroun a encore donné l'opportunité aux athlètes du Cameroun de s'affronter à plusieurs reprises. Les efforts fournis par Gérard Tobet, organisateur du tournoi, méritent une attention des pouvoirs publics. Dans les différentes catégories, des fortunes diverses ont été enregistrées. Ainsi, chez le moins de 84 kg, César-Alpin Tchafak a occupé la première marche du podium, suivi de Marcel Moribala et Isaac Ndombou. L'épreuve chez le moins de 90 kg a été dominée par Emmanuel Noutadieu. Chez les plus de 90 kg, Dieudonné Etia a été sacré vainqueur devant Félix Nembo-Tanier et Ghislain Kamta. Au classement général, Dieudonné Etia vient en tête. César-Alpin Tchafak et Marcel Moribala sont respectivement 2e et 3e. 2014 a été une année compétitive pour les athlètes du bodybuilding en fitness dont le niveau technique s'est amélioré. Dans cette discipline sportive, les dames ont véritablement joué leur partition en gardant espoir d'un avenir meilleur. 2015 connaîtra encore plus de compétitions de bodybuilding en fitness au Cameroun. Voilà les acteurs du bodybuilding en fitness qui étaient donc en activité dans la région du littoral, et c'est une initiative de Gérald Tobet, champion de la discipline au niveau du Cameroun, vice-champion d'Afrique et 3e mondial de la discipline, qui se permet de rehausser l'éclat de cette discipline sportive en donnant la possibilité aux différents acteurs de s'amuser au quotidien. On va donc partir de cette discipline pour parler du kickboxing, le kickboxing qui a été en activité cette année. On se souvient encore du championnat d'Afrique organisé en avril dernier du côté de Yaoundé au palais polyvalent des sports, et le Cameroun qui a donc connu une participation honorable à cette compétition. Et pour parler des activités du kickboxing cette année, on va recevoir sur ce plateau le coordonnateur régional du littoral pour le kickboxing, à savoir monsieur Jean-Baptiste Mban, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir dans le cadre de Maxi Sport. Bonsoir monsieur le coordonnateur.
Bonsoir Safi, bonsoir, bonne année. Et heureuse fin d'année 2014. Merci à vous et à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Et sur ce plateau, un champion d'Afrique 2011 de la discipline de kickboxing. Il s'agit bien évidemment de Paul Wessler qui a bien voulu répondre à notre invitation ce soir dans le cadre de Maxi Sport. On va essayer de décrypter l'actualité de cette discipline sportive qu'est le kickboxing et peut-être une esquisse de bilan sur ce plateau. Bonsoir Paul Wessler. Bonsoir à tous les téléspectateurs et bonne fête de fin d'année déjà. Allez, on vous dit aussi bonne année 2015. Merci. Alors, monsieur le coordonnateur, Jean-Baptiste Ban, l'année 2014 s'achève, l'heure de bilan au sein des différentes fédérations et même au sein des différentes ligues. Alors, au niveau du littoral, on aimerait déjà savoir comment est-ce que vous avez mené vos activités jusqu'à ce jour. Merci Safi. Au niveau du littoral, nous avons mené une activité, je peux dire, noble, parce que nous avons engagé un championnat régional. Vous savez, au sorti du championnat d'Afrique en avril dernier, nous avions organisé ce championnat régional un peu tardivement, vous savez, après le championnat d'Afrique. Et j'ai suivi maintenant qu'il y avait un championnat de la Coupe du Monde qui se passait. Et ça a pris un mois. Ça a perturbé un peu le calendrier, n'est-ce pas, de toutes les fédérations. Ceci est dû à ce retard-là. Nous avons donc lancé nos activités en septembre, plus précisément le 20 septembre, pour le championnat régional. Alors, championnat régional, c'est qui suppose que vous avez enregistré les clubs pour cette compétition. Bien sûr, bien sûr. Alors, la Ligue aujourd'hui a pu enregistrer combien de clubs pour ce championnat régional? Bon, pendant le championnat régional, nous avions en totalité 4 clubs. 4 clubs. Et après le championnat régional, parce que vous savez, après le championnat régional, il y a la Coupe du Cameroun qui se déportait dans le littoral. Donc, avec les 4 clubs, on a pu faire un championnat noble parce que, vous savez, parmi les 4 clubs, il y a des clubs qui avaient à son sein plusieurs boxeurs. J'ai dit ici la dernière fois qu'il y avait des clubs qui avaient 8 boxeurs, 10 boxeurs. Vous voyez un peu 4 clubs qui peuvent faire en totalité 30 boxeurs. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment une panoplie de combats. Alors, 4 clubs pour un effectif d'environ 30 athlètes qui ont compéti. Alors, lorsque vous parlez de championnat régional, cela suppose quoi exactement? Des journées ou alors une seule journée qui permet de boucler ou alors d'ouvrir et de boucler la saison? Non, un championnat régional. Vous savez, nous sommes ici en kickboxing, nous sommes ici en sport de combat. On peut organiser un championnat régional en match retour, c'est-à-dire en 2 journées. On peut le faire en 1 journée, on peut le faire en... Ça dépend. Vous l'avez fait en combien de journées? Voilà, nous avons fait ce championnat régional, je pense, en 3 phases. En 3 phases, oui. Alors, au terme de ce championnat régional, est-ce qu'on a pu déterminer le champion de la région? Bien sûr, bon, vous savez, dû aux perturbations, parce qu'ici, il ne faut pas faire la langue du bois, il y a eu des petites perturbations, d'ailleurs, que j'ai notées, n'est-ce pas, au niveau de ma hiérarchie. Vous parlez du championnat régional, bien sûr. Non, championnat régional. Je parle de la perturbation au niveau régional, n'est-ce pas, la perturbation qui est due à certaines choses que, d'ailleurs, j'ai énumérées parce que j'ai écrit. Lesquelles? Parce qu'on n'a peut-être pas bien retenu les éléments cités qui ont perturbé la saison 2014. Est-ce qu'on peut revenir sur ces éléments? Oui, on peut revenir parce que j'ai écrit, n'est-ce pas, au niveau de la fédération, au niveau de la délégation d'ailleurs, ils ont des lettres que j'ai fait là-bas pour, n'est-ce pas, dénoncer le fait qu'au cours du championnat, certaines personnes qui se réclamaient membres du kickboxing, n'est-ce pas, ont pris sur eux de venir perturber un championnat régional. Perturber, n'est-ce pas, une histoire qui concerne... Des personnes que vous avez identifiées quand même. Bon, les personnes que nous connaissons très bien d'ailleurs parce que j'ai écrit avec des noms. Et puis, ceci, j'ai signalé pour dire donc après ce championnat, après cette perturbation... Dévoilez-vous. Non, nous ne sommes pas ici dans une tribune, n'est-ce pas? Pour nos téléspectateurs et peut-être les pratiquants qui pourront peut-être être édifiés sur ceux qui perturbent la discipline parce que c'est des actes qui n'honorent pas le sport. Et il faudrait qu'on sache désormais à qui on a affaire dans le kickboxing. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Mais je vais vous dire ici, c'est pas, n'est-ce pas, un prétoire. C'est pas un prétoire. J'ai écrit à qui de droit. Et cela doit faire le travail. Je ne peux pas écrire et revenir encore sur un plateau de télévision, commencer à faire, n'est-ce pas, la synthèse. C'est pour ça que je dis, c'est pas un secret. Mais le moment venu, vous aurez, n'est-ce pas, le nom de tous ces personnes. Sur ce plateau, ça devient un secret, monsieur le coordonnateur, parce que vous ne dévoilez pas les concernés. De toute façon, il ne s'agit pas d'un tribunal. Il s'agit de nous édifier sur les situations que vous vivez au sein de votre ligue de kickboxing. Alors, Paul Wessler, vous êtes pratiquant de kickboxing. Alors, vous, comment est-ce que vous avez vécu cette saison 2014? Elle n'est pas très différente des années précédentes, sauf que cette année, les gars ont eu peut-être la chance de participer à un très bon championnat d'Afrique. Maintenant, après le championnat d'Afrique, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'activités sur le plan régional? Je laisse le coordonnateur dire peut-être
son bilan parce que bon, il est mieux placé que moi. Et encore que concernant le kickboxing sur le plan national, nous on a un sérieux problème aujourd'hui. Le problème que nous avons avec le kickboxing, c'est on ne cesse de se tirer entre les pattes. Les gens font comme si c'est une gouroutisation même de cette discipline, c'est-à-dire c'est une personne au-dessus et bon les autres c'est comme si on n'appartenait pas vraiment à cette discipline. Le coordonnateur l'a dit si bien tout à l'heure, c'est-à-dire lui en tant que responsable de la région, il va décider comme bon lui semble du kickboxing, c'est-à-dire nous qui pour le moment n'avons pas eu l'opportunité, si ce n'est, on n'a connu que des blocages pour nous arrimer véritablement aux lois et alors bénéficier de nos droits en tant que sportifs. On nous bloque carrément. On nous empêche. Parle de on, il s'agit de qui exactement? Il s'agit de l'administration. La coordination, c'est vrai, le coordonnateur m'a remis les documents pour que je puisse affilier un club. Sauf que nous savons que j'ai payé plusieurs fois des frais pour être affilié. Je n'ai jamais eu le moindre document. À partir de cet instant-là, lorsqu'on me remet... Auprès de qui exactement, Paul Wessler? Auprès des personnes indiquées. Lesquelles? Le secrétaire de cette époque-là, qui était Ngué Bertrand, je lui ai donné... Alors, nous parlons de l'année 2014. Oui, c'est pour cela que je vous dis, il y a un climat de suspicion qui demeure. À partir de cet instant-là, lorsque le coordonnateur m'a remis les documents en main propre pour que je puisse mettre mon club, du moins dans les règles, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. Et heureusement pour moi, quelques-uns des gars que je forme sont allés au championnat d'Afrique et nous ont rapporté ce qu'ils nous ont rapporté comme victoire. Mais nous, on n'est pas reconnus comme étant des pratiquants de kickboxing aujourd'hui. Je le dis sous son respect. Nous ne sommes pas considérés comme des pratiquants de kickboxing. On est même mis à la porte de cette fédération aujourd'hui. Et pour quelle raison? Les personnes indiquées sont là. Elles peuvent vous dire que tout simplement, on n'est peut-être pas en règle. Pourtant, ce sont ces personnes qui ont créé ce climat délétère qui nous empêche de nous mettre en règle. Alors, Jean-Baptiste Ban, on a l'impression, à écouter Paul Wessler, que vous pratiquez une politique d'exclusion au sein de votre coordination. Je suis content que vous me rejetez cette peau de banane parce que mon frère est vraiment... Je suis ravi que pour une fois de plus, j'ai quelqu'un sur le plateau qui n'a pas la langue du bois, qui dit vraiment qui dit la vérité parce qu'il affirme qu'il a reçu les documents que je lui ai remis pour l'affiliation. Vraiment, je salue ce garçon parce qu'il est honnête. D'autres sont venus ici vous raconter n'importe quoi. Moi, je vous dis, depuis que j'ai pris les rênes, n'est-ce pas, j'ai tout fait pour amener tout le monde, pour que chacun soit là. Bon, chacun a des raisons pourquoi il n'est pas venu. Je déplore encore même pour le cas de ce monsieur parce que je pense que ce qu'il vient de dire est vrai. Il a tenté de s'affilier, il n'a pas pu parce qu'il y a certaines choses qui l'empêchent. Mais je vous dis, au niveau du littoral, tous ceux qui m'ont approché ont eu ce qu'il fallait pour s'affilier. Et je continue à dire qu'on ne reconnaît quelqu'un que par sa carte d'identité. Quand vous n'avez pas une carte d'identité, vous ne pouvez pas dire que vous êtes Camerounais, vous êtes Malien, vous êtes quoi. Alors lui qui a fait les efforts pour être avec vous, il a été rejeté. Comment est-ce que vous avez géré cette situation? Non, il n'a pas dit que je l'ai rejeté. Oui, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas dit que je l'ai rejeté. Au niveau de votre secrétaire général qui avait pris son argent... Non, pas mon secrétaire général. Non, il a bien dit. Voilà l'époque. Vous parlez de l'époque. Alors maintenant, vous êtes quand même au courant de cette situation d'exclusion de l'athlète Paul Wessler ou de son équipe, je ne sais pas trop. Bon, si on l'a exclu au passé, c'est pas moi qui l'ai exclu. Je pense quand même que vous n'avez pas dit à quelqu'un... J'ai été exclu. J'ai été exclu. Vous comprenez? J'ai été exclu sommairement de cette fédération. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on suspend un athlète sans passer par un conseil de discipline. Donc j'ai été exclu. Sauf que les gars que je forme aujourd'hui sont champions et leur titre même encore occulté. Pour Wessler, recentrons un peu l'entretien. Oui. Il est question de savoir comment les activités se sont déroulées. Oui, mais justement, 2014. Ça fait partie quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment est-ce que vous avez pu évoluer cette saison? Ça fait partie des activités. Parce qu'il faudrait faire la part des choses. On est athlète, on fait partie d'une fédération ou alors d'une région. En tant qu'athlète, on vous dit, vous n'êtes personne. Sauf que lorsqu'il y a des combats, on vous appelle. Et vous venez vous combattre pour le compte de cette fédération. Après la compétition, on vous remet au banc. Mais il faudrait le dire ici. Il faudrait le dire ici pour que chacun soit responsable. Soyez précis. On vous remet au banc. Il s'agit de... Ça veut dire l'administration. Je parle de la fédération elle-même, en commençant par sa tête, qui est le président, et maintenant par toutes les autres branches
qui accompagne. La Ligue, la Ligue aussi, puisque la Ligue, je parle sous son autorité. La sélection s'est passée à Douala, je n'avais pas de licence. On ne m'a pas dit, parce que tu n'as pas de licence, tu n'iras pas en sélection. Et encore que j'ai organisé les entraînements pour cette préparation. Le coordonnateur révèle que il ne considère quelqu'un comme kickboxer que s'il est affilié. Alors, moi, je n'ai pas été considéré comme... Je ne suis pas considéré comme athlète. Pourtant, je suis convoqué à la sélection. Je dirige les séances d'entraînement lors de la sélection. Je prends les gars, nous voyageons ensemble pour Yaoundé. Et au moment où on n'a pas besoin de moi, on me sort un décret comme ça. Là, c'est la sélection nationale. Maintenant, au niveau régional... Sur le plan régional, c'est la même chose. Sur le plan régional, c'est la même chose. Alors, vous reconnaissez ce qu'il dit? Il a l'intention ou alors la bonne volonté de compétir pour le littoral, mais il y a des blocages. Je pense que je vous avais déjà tout expliqué. Je vous ai tout dit ici. Je suis content que lui reconnaisse quand même certains faits. Je suis réjoui. Moi, je vous dis, cette sélection se passait sous mes yeux. J'ai appelé tous ces acteurs parce que je ne suis pas technicien. Moi, je ne suis qu'un administrateur. Quand ils font le travail, moi, mon devoir, c'est de signer pour dire, OK, voilà, les ayants droit ont fait, je signe. Mon devoir, c'est de signer. Ce n'est pas de voir si tel boxe bien ou pas. Lui, il a participé à cette sélection jusqu'à la fin. Vous comprenez? Mais le problème qui se pose, c'est que moi, je reçois les ordres qui viennent d'en haut. Quand on me dit qu'on n'a pas encore eu de l'argent pour déplacer des boxeurs, c'est à moi qu'on dit. J'appelle tout le monde, y compris lui, parce que j'ai cette fiche ici que le délégué a validée. Moi, je vous ai tout dit, je parle sur la base des documents. Alors, je l'appelle y compris lui. Il dit, faites tout pour rejoindre Yaoundé comme les autres. Parce que les gars des autres régions sont arrivés à Yaoundé, ils ont tout fait pour arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'à Yaoundé, vous aurez tous, n'est-ce pas, les informations. Ils m'ont dit non, certains m'ont dit non, s'il n'y a pas d'argent, ils ne partent pas. Il paraît que le président a pris l'argent et puis veut les rouler dans la farine et tout et tout et tout. Voilà comment les gars restent à Douala, ils ne partent pas. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligé maintenant de remplacer ceux qui ne sont pas partis parce qu'il s'agit du Cameroun. Il faut que le Cameroun pas glaner ses médailles. Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Vous voyez le résultat? Les gars que j'ai envoyés rejoindre l'équipe nationale sont rentrés avec des médailles d'or et tout et tout. Je vous ai dit que j'ai écrit au gouverneur. J'attends que je sois reçu. Parce que le gouverneur a fait un feedback via le délégué. J'ai cette lettre ici. Donc, je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher. Je ne vois pas. Il faudrait, monsieur le journaliste, voilà. il faudrait être clair. Si la région a des athlètes ou alors tient en considération la vie des athlètes, il faudrait un encadrement de ces athlètes. Le calendrier doit être connu et peut-être ce calendrier-là mis à la disposition des acteurs. Maintenant, le calendrier du kickboxing, que ce soit régional ou alors national, est un calendrier à volo. On navigue à volo. Donc, on vous appelle aujourd'hui, on vous dit il y a un truc dans une semaine. Si vous êtes prêt, tant mieux. Si vous n'êtes pas prêt, on zappe. Voilà ce qui se passe. Alors, vous n'étiez pas au courant du championnat régional organisé le 20 septembre? Je découvre ça ici comme vous. Moi, je n'étais pas au courant. Et ça ne me dérange même pas. Ça ne me dérange pas pour une raison simple. Mais les gars qui sont revenus du championnat... Du championnat d'Afrique, on ne les a pas rappelés. On ne les a pas rappelés parce qu'on a vu leur acquaintance avec moi. Donc le simple fait que ce soit mes disciples, même s'ils sont champions de ce Cameroun-ci, on les écarte. C'est pour cela que je vous parlais de gouroutisation. En fait, on n'a pas besoin de se tirer en deux. Il y a la place pour tout le monde dans le monde des sports de combat. Si quelqu'un trouve que le kickboxing c'est bon, qu'il gère son kickboxing. Maintenant, qu'il donne l'opportunité aux jeunes de s'exprimer. On peut s'exprimer. Hormis le kickboxing, il y a d'autres disciplines de combat où quelqu'un peut aller s'exprimer. Là, c'est autre chose. On est dans le kickboxing et on voudrait, n'est-ce pas, recoller les morceaux afin qu'on arrive à quelque chose de bien et pour que chaque athlète puisse trouver son compte dans cette discipline. Alors, monsieur le coordonnateur régional, est-ce qu'on peut savoir quelle est la politique que vous mettez sur pied pour que le kickboxing ait véritablement pignon sur rue dans le littoral? La politique que je mets sur pied, c'est de regrouper. C'est de regrouper. C'est tout ce que je dois faire, c'est de regrouper. C'est de travailler avec ceux qui ont la volonté de travailler. Vous voyez, on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie de faire. On ne peut pas forcer. Je vous ai pris un exemple. Ceux qui ont refusé de rejoindre Yaoundé sont restés à Douala. J'ai remplacé. Au niveau de la communication, est-ce que vous parvenez à sensibiliser et à donner l'information en temps réel à tous les pratiquants de kickboxing? Parce que lui, il estime que il n'est pas au courant de ce que vous organisez comme événement. Je suis content que vous m'ayez renvoyé l'ascenseur. L'information passe normalement. Je peux vous donner un exemple, une preuve impalpable. Voyez-vous, la finale de la Coupe du Cameroun, classe B, full contact, s'est déroulée à Douala, dernièrement. Ça s'est déroulé le 15. Ça s'est déroulé le 15 novembre. D'où, quand je reçois l'information, j'écris au délégué régional du sport, le représentant du ministre, je l'écris. J'écris partout. J'appelle des clubs. Même ceux qui ne sont pas au courant sont arrivés.
Il y a Alliance Club qui n'est pas affilié. Il y en a beaucoup qui sont venus. Mais pour ne pas les léser, parce que j'ai besoin de boxeurs, j'ai fait quand même un recyclage pour eux. J'ai demandé à ce gars de passer, n'est-ce pas, de passer travailler technique. Ce que je vous disais tout à l'heure, de passer travailler technique. Manque de respect. Vous comprenez un peu? Pas pour lui couper la voilà, parole. de travailler un peu technique, parce que j'ai envie de détecter des talents. Non, c'est pas pour lui couper la parole. S'il te plaît, Paul. S'il te plaît, Paul. Je pense que il est honnête qu'on dise au Camerounais exactement ce qu'il Paul, je vous en prie. Il faut dire au Camerounais exactement ce qui se passe. Donnez quelques secondes pour qu'il chute et puis prenne la parole. Je vais chuter. On ne peut pas dire... Paul, je vous en prie. Paul, c'est moi qui coordonne. chuter, Je vous redonne la parole, juste le temps pour lui de chuter. Voilà pourquoi je disais donc que quand ces gars sont arrivés, parce que j'ai besoin de boxeurs, ça ne suffit pas, il y a de la place pour tout le monde, comme il dit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au président national de faire passer ce gars, parce que c'est moi le chef de la région. Lui vient de Yaoundé, il est président, c'est vrai, mais j'ai dit, faire passer ce gars, n'est-ce pas, qu'il fasse des matchs techniques. D'accord. Pas des frappes. Parce que je voulais voir, j'ai besoin de boxeurs. Ouais. Donc vous voyez que lui, je peux vous montrer des fiches ici. Non, allez-y. Donc moi je dis, je parle toujours sur la base des documents. Il n'a pas comblé vos attentes. Voilà. Alors Paul, vous pouvez maintenant réagir. Ce que je veux dire est tout simple. Vous voyez, le président de la fédération a besoin d'argent pour peut-être faire tourner la maison. On vous dit, il faut être affilié pour faire ceci ou cela ou pour bénéficier de tels droits. C'est juste. Maintenant, puisqu'il faut organiser le championnat national, il n'y a peut-être pas de club, les gars ne se sont pas arrimés à tout ce qu'on a dit parce qu'il y a un climat de suspicion. On appelle n'importe qui. Et vous venez, que vous ayez les papiers ou non, que vous ayez payé une affiliation ou non, on vous fait combattre parce qu'il faut justifier la saison. Non. Voilà de quoi je vous parle. Non, c'est pas ça. Pas logique. C'est pas ça. Que les personnes qui veulent travailler, les personnes qui veulent travailler, moi je pense que le coordonnateur c'est un homme qui veut travailler, je le pense. Sauf que le système est pourri. Il faudrait qu'on enlève les personnes qui ne veulent pas travailler de ce système et qu'on accorde le travail à ceux qui en ont besoin. Lui peut-être, je peux encore comprendre qu'ils disent qu'il n'y a pas les moyens pour travailler, qu'il faudrait peut-être mobiliser davantage de personnes, attirer les sponsors pour qu'il ait les moyens de travailler. Ça, je peux l'admettre. Mais qu'on ne dise pas surtout que est considéré comme pratiquant de kickboxing celui qui a payé une affiliation ou pas, parce que ça n'existe pas. Ah oui, bien sûr. Ça n'existe pas. Tout ce qu'ils vous disent là, c'est du pipeau. Ce sont des histoires. Là, s'il faut chercher des problèmes, on va vous brandir toujours. Moi, j'ai été champion d'Afrique, je n'avais pas encore ma licence. Après, je me suis arrimé et je n'ai jamais eu ce papier. Alors, je n'ai jamais eu ma licence. Ça suppose que le système est pourri. Le système est sans pourri. licence. C'est des histoires qu'on raconte. Oui. C'est des histoires qu'on raconte. Je peux vous montrer des trucs ici. Ce ne sont pas les histoires qu'on raconte. Je suis là, j'en parle. Je parle devant tous les Camerounais. C'est Paul qui dit tout à l'heure. J'assume, je parle devant tous les Camerounais. S'il te plaît, Paul, c'est toi qui dis tout à l'heure, voilà, il faut... Monsieur Safi, je vous dis encore, je répète, les gens nous suivent. Les Camerounais nous suivent. On nous suit très loin, même au-delà de Cameroun. Vous avez des preuves de licence. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui n'a pas sa carte d'identité. Vous dites il est Camerounais. Alors, monsieur le coordonnateur, est-ce que les preuves que vous voulez brandir sont des preuves de licence? Pardon? Est-ce que les preuves que vous voulez brandir sont des licences? Mais je vous dis, j'ai tout... Monsieur Safi, vous me connaissez mieux, hein? Je marche avec tout, hein? Non, vous savez. Avoir une liste d'athlètes n'est pas forcément avoir les licences pour les athlètes. Ah, vous voulez voir les licences? C'est important. Je vous donne rendez-vous, j'apporte les licences. Il fallait me dire donc que je viens ici pour un point prétoire. J'ai apporté les licences. Alors, quel bilan faites-vous, monsieur le coordonnateur, de vos activités 2014? Non, ça s'est très bien passé, très bien passé. Je vous ai dit que lorsque, sous ma demande, parce que c'est sous ma demande, que la direction technique nationale accepte de déporter la finale d'une Coupe du Cameroun à Douala. Ça veut dire que les choses se sont bien déroulées à Douala. C'est pour ça qu'ils ont accepté d'apporter. Ça s'est tellement bien passé qu'ils étaient obligés de casser plutôt pour entrer. Vous voyez à quel point c'est bien organisé. On n'aurait pas eu besoin de casser pour entrer et organiser une soirée. Il faut comprendre qu'il y a déjà un problème. Parce que s'il n'y avait pas de problème, ils auraient trouvé la salle. Qu'est-ce qu'on a cassé? Mais l'entrée de la salle pour effectuer les combats. Jeunesse, oui, bien sûr, ils ont cassé le cadenas. Ben, je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait un problème qu'on a fermé. Puisque d'habitude, vous ne cassez pas le cadenas. Est-ce que vous cassez le cadenas pour entrer là-bas? Ben, merci, je suis content que tu dises que je n'ai jamais cassé le cadenas. Oui, mais c'est pour vous dire qu'il y a un problème. Non, il dit que vous avez cassé pour être à l'intérieur. Monsieur le coordonnateur, il dit qu'avant, vous n'avez jamais cassé. Il dit avant, vous n'avez jamais cassé. Moi, je pense que la Ligue. Je pense que nous gagnerons beaucoup à mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Vous comprenez? Si le coordonnateur Mban veut travailler, qu'il prenne des personnes... Qui s'entourent des bonnes personnes. Oui, des bonnes personnes pour que le kickboxing avance. Parce que c'est possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dans le maquis. Ils s'entraînent dans les parkings, dans les terrains variés, vous disent qu'ils sont champions. Alors qu'il y a des espaces appropriés, des plateformes où ces jeunes peuvent non seulement s'entraîner, mais vivre de leur art. Mais maintenant, tout ce qu'on fait, c'est de venir à la télé,
pour raconter des histoires. Il ne faut pas raconter des histoires à la télé, il faudrait dire aux jeunes exactement comment procéder pour être de vrais pratiquants de kickboxing et avancer pour une carrière professionnelle. D'accord. Alors, merci. On va sortir l'émission et peut-être avec rapidement 2015. Comment est-ce que vous en trouveriez, Paul? J'aimerais que les choses, je l'ai toujours dit ici, j'aimerais que les choses changent, mais j'ai l'impression d'être le seul lucide dans le monde du kickboxing. Et ça ne tient pas la route. Il y a beaucoup d'autres personnes dedans. Lui, par exemple, s'il décide de travailler, il va le faire. Mais maintenant, s'il reste dans cette mouvance, dans ce système pourri, ça ne va jamais marcher. Il faudrait qu'on le dise ici. Bon, maintenant, je souhaite que tous les jeunes qui travaillent dans le maquis, c'est-à-dire qui se font passer pour des champions au quartier, qu'ils sortent et qu'ils viennent dans les clubs, qu'ils s'inscrivent, et qu'ils aient une véritable carrière de kickboxer. C'est compris. Alors rapidement, coordonnateur Jean-Baptiste Ban, 2015, comment est-ce que vous entrevoyez? Qu'est-ce qu'on aura? J'entrevois 2015, n'est-ce pas, très bien. Et mon souhait, c'est que mon ami Paul prenne une affiliation, une licence et qu'il rejoigne la maison. Parce que je suis content d'être sur un plateau avec lui. Autrement dit, je ne serais pas sur un plateau avec lui. Parce que j'aimerais parler avec les acteurs reconnus et non les acteurs qui sont, n'est-ce pas, hors de la maison. Vous voyez que j'ai beaucoup de respect pour les anciens comme lui. C'est un ancien champion et c'est encore quelqu'un qui peut faire. Donc, qui s'arrive normalement et tout ira bien. Merci, on vous souhaite beaucoup de courage, tout en espérant que le calumet de la paix sera fumé au sein de la grande famille du kickboxing camerounais et que le littoral soit toujours parmi les meilleurs du Cameroun. Allez, merci, président coordonnateur Ban d'être venu. Merci également, Paul Ouassala d'être venu. On vous souhaite bonne année 2015, tout en espérant que vous allez vous serrer les coudes pour la prospérité. Et c'est ici que nous allons mettre un terme à ce numéro de Maxi Sport sur LTM Télévision, tout en vous disant infiniment merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir accordé votre attention tout au long de l'année 2014. On vous souhaite bien des choses. Merci à Jeanne Dibasso, merci à Christian Tanfou, merci à Richard Binke, merci à Augustin Noula, merci à Moïse Ball, merci à Félix Sakam, merci à Willy Kak et merci à toute l'équipe du service des sports de LTM Télévision. N'oublie pas tout cela qui de près ou de loin nous ont apporté leur contribution pour la prospérité de cette émission. Et merci à tous les présidents des ligues et des fédérations qui nous ont accompagnés. Et merci à tous les sportifs camerounais qui nous regardent tous les jours, tous les lundis, avec plaisir. Maxi Sport, point final. Rendez-vous à la prochaine édition.